Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 22h de la RTD. Voici les titres de ce journal. Une séance de formation destinée à la police somalienne s'est clôturée. Il s'agit de la 20e promotion. Ils étaient quelques 97 policiers somaliens qui ont bénéficié donc de cette formation. Ils ont été formés par des carabiniers italiens et des instructeurs de la police nationale. À la une également, l'Union de la presse francophone de Djibouti, en collaboration avec l'antenne de l'UNESCO, a célébré aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse. Et en Afrique du Sud, lors de la fête du travail hier, des centaines de personnes ont défilé exprimant leur solidarité avec la Palestine. L'académie de police Idriss Farah Abaneh a abrité hier la cérémonie, ce matin, donc la cérémonie de clôture de formation pour la police somalienne. Il s'agit de la 20e promotion de Miadit. Au nombre de 93 policiers somaliens a bénéficié d'une formation au sein de l'académie. Cette formation, qui a duré 12 semaines, avait pour but d'accroître les qualifications de la police somalienne pour lui permettre d'affirmer son contrôle et de garantir la sécurité des territoires des différentes provinces libérées par les forces armées nationales donc somaliennes. Eh bien, depuis son arrivée au pouvoir, le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud a lancé une offensive militaire sans précédent contre les terroristes Al-Shabaab. L'offensive militaire de Mogadiscio, saluée par la communauté internationale, a d'ores et déjà connu un succès significatif et a permis donc de libérer plusieurs villes stratégiques au sud et au centre de la Somalie. La cérémonie a débuté avec la revue des troupes par le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh, du directeur de la sécurité publique, le colonel Omar Hassan, le chef de la police somalienne, le général Souloub Ahmed Ferin, l'ambassadeur de la Somalie à Djibouti, a également préparé cette cérémonie de fin de stage pour la police somalienne. Le commandant des carabiniers italiens, des représentants des corps diplomatiques, des représentants des institutions internationaux, des officiers supérieurs, chefs des corps et de défense de notre pays et des pays amis et plusieurs autres personnalités civiles et militaires ont également pris part à cette cérémonie de fin de stage. Waqtiga
Dans un discours prononcé à cette occasion, le général des carabiniers italiens a mis en exergue l'excellente collaboration avec la police djiboutienne en matière de formation et de transfert de compétences. Voici un extrait de son intervention. Honneur d'être ici aujourd'hui et de participer à cette importante et significative cérémonie qui conclut une intense période de formation au profit de nos collègues et amis de la police somalienne. Mes salutations respectueuses et reconnaissantes sont adressées aux invités ici présents, aux autorités politiques djiboutiennes, aux représentants du monde diplomatique, au commissaire de la police fédérale somalienne, ainsi qu'au directeur général de la police djiboutienne qui, par leur présence, ont voulu souligner non seulement la valeur des activités qui vient de s'achever, mais aussi le sentiment d'estime mutuelle et le partage des valeurs qui animent nos institutions. Je remercie également le chef des contingents étrangers ici présents et en même temps le colonel Stefano Capriglione, commandant de la base militaire logistique italienne, qui a fourni un excellent et bien apprécié soutien aux carabiniers de la mission Miadit. Et maintenant, permettez-moi d'adresser un sincère et affectueux message de remerciement à ces garçons aujourd'hui encadrés devant nous, qui ont travaillé durement au cours de ces derniers 3 mois en obtenant des excellents résultats. La cérémonie d'aujourd'hui, en effet, donne substance à tous les efforts que vous avez faits, soutenus par votre instructeur carabinieri, pour atteindre l'objectif de devenir des unités d'Arvish et de faire désormais face aux défis sécuritaires de votre pays. Il s'agit du témoignage de l'importance de la mission de formation italienne et de l'engagement assumé par les carabiniers dans le cadre des activités de formation conduites au profit des forces de police somaliennes et djiboutiennes. Et prenant la parole à son tour, le général de la police somalienne a d'abord mis l'accent sur l'importance que revêt cette formation des policiers somaliens. Par ailleurs, le général de la police somalienne a rappelé le rôle essentiel de la police somalienne pour la sauvegarde et le maintien de la paix en Somalie. Sous le haut patronage du président de la République fédérale somalienne, Hassan Sheikh Mohamud, nous avons lancé une offensive militaire de grande envergure contre les terroristes Al-Shabaab. C'est ce qu'a annoncé le général de la police somalienne. Les liens entre la République de Djibouti et la Somalie trouvent un creuset propice dans la fraternité et la solidarité qui en sont le fondement même. Il a tenu à remercier les autorités djiboutiennes qui ont toujours été aux côtés de leurs frères somaliens, en particulier le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, pour ses efforts consentis à la reconstruction de la nation sœur somalienne. Écoutons à présent un extrait du discours du directeur général de la police nationale par intérim, le colonel Omar Hassan. Grand plaisir pour moi de représenter aujourd'hui le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, qui se trouve actuellement en mission à l'étranger. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les autorités qui ont bien voulu nous honorer de leur présence à l'Académie de police Idriss Farah Abane à l'occasion de la cérémonie de clôture d'un stage de formation dispensé en faveur de la 20e promotion de la police somalienne. Cette formation a débuté le 7 janvier 2024 et vient d'arriver à son terme. Cette promotion était composée de 97 policiers somaliens, lesquels ont été formés par des carabiniers italiens et des instructeurs de la police djiboutienne. Ce stage était principalement axé sur les missions essentielles de la police, en l'occurrence la sécurité des personnes et des biens, la protection des hautes personnalités,
le rétablissement et le maintien de l'ordre public, la prévention des infractions par des patrouilles régulières, la conduite des enquêtes après la commission des infractions, notamment l'exploitation des traces et indices sur les scènes de crimes, la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Je voudrais profiter de cette opportunité pour exprimer ma gratitude à l'endroit de tous les formateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour partager leurs compétences et leur professionnalisme. Mes remerciements vont aux carabiniers italiens qui ont assuré toutes les formations offertes à la police somalienne. Je remercie également les formateurs de la police djiboutienne qui ont apporté leur contribution depuis le début de ce processus. À tous les stagiaires somaliens qui viennent d'achever leur formation, je voudrais leur indiquer que la police est une institution qui joue un rôle fondamental en matière de sécurité. Dans l'accomplissement de vos missions quotidiennes, vous devez faire preuve de professionnalisme et de rigueur dans l'application de la loi. Et par la suite, des certificats de mérite ont été remis aux 6 premiers de la formation des jeunes recrues de la police somalienne par les officiels présents, formés au sein de l'académie par les officiers de la police nationale, ont tenu à mettre en évidence les pratiques du maintien de l'ordre lors d'une manifestation hostile. Après les discours des officiels, les jeunes recrues de la police somalienne ont remis à procéder à des exercices de démonstration de leur acquis. L'exercice vise à simuler un emploi complexe dans une zone de crise et à démontrer la pleine capacité des policiers d'Alouesh formés par la Miadit Somalie dans les domaines de l'escorte, de l'ordre public et des opérations tactiques. Ainsi, ils ont prouvé aux officiels que leur séjour au sein de l'académie leur a permis de renforcer leur savoir-faire en matière de sécurité. Un savoir-faire qu'ils devront mettre en application dans l'accomplissement de leur mission chez eux. Et la journée s'est clôturée par les rafraîchissements et les animations de la troupe de la police nationale. Regardez.
Dans l'actualité également, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a présidé aujourd'hui au Palais du Peuple la clôture de la cérémonie d'English Week 2024. Eh bien, la cérémonie placée cette année sous le thème Promouvoir le multiculturalisme a souligné le rôle crucial de l'anglais comme outil de communication interculturelle et de promotion de la compréhension mutuelle à travers le monde. Était présent également à cet événement organisé par le ministère de l'Éducation nationale, l'ambassadeur du Royaume-Uni, le chargé des affaires de l'ambassade des États-Unis, le chargé de la diplomatie publique de l'ambassade des États-Unis, le secrétaire général par intérim du ministère de l'Éducation nationale, des hauts cadres du même département, des hauts responsables de l'ambassade américaine, des cadres de l'armée américaine ont également honoré de leur présence la célébration de la journée sur l'importance de l'apprentissage de l'anglais dans le système éducatif. Et enfin, la cérémonie s'est achevée par la remise de prix aux élèves méritants, suivie d'une séance de photos en famille. En allocution, le ministre de l'Éducation nationale a réaffirmé, vous l'entendrez, l'engagement ferme de son département à promouvoir l'apprentissage de l'anglais dans le système éducatif djiboutien. Voici un extrait de son discours. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour clôturer la 5e édition de English Week. Ces moments privilégiés que nous avons souhaité partager avec vous dans une ambiance festive et solennelle est la preuve plausible de tout l'intérêt que nous portons à la promotion de la langue anglaise dans nos écoles. N'est-ce pas un monde globalisé? L'apprentissage de l'anglais relève d'une importance vitale. Troisième langue la plus parlée au monde, l'anglais est la langue de la communication internationale par excellence. De ce fait, toute la faveur et l'engagement autour de cette langue que nous avons tenu à entretenir tout au long de cette semaine, tout comme les efforts que nous menons au quotidien, sont l'expression patente de notre engagement envers l'éducation et l'excellence pour donner des perspectives d'avenir meilleures à nos enfants, à nos élèves dans un monde interconnecté. C'est pour concrétiser cet engagement que mon département poursuit une série de réformes visant à la transformation de l'école djiboutienne afin qu'elle puisse répondre au mieux aux exigences et aux défis de notre époque. Et parmi ces défis, la maîtrise de l'anglais, une compétence clé de notre ère. Nous avons mis en place des réformes ambitieuses, courageuses, visant à renforcer l'enseignement de la langue anglaise en initiant son apprentissage dès la 3e année de l'école primaire. Aujourd'hui, je suis particulièrement fier des résultats accomplis au cours des dernières années. Vous avez vu que nos enfants parlent parfaitement l'anglais et maîtrisent parfaitement l'anglais. Ainsi, donc, l'introduction précoce de l'apprentissage de l'anglais dans nos écoles a porté ses fruits. Mais notre engagement ne s'arrête pas là. Nous continuons d'investir également dans la formation professionnelle en anglais, conscients que la maîtrise de cette langue est un atout majeur dans le monde du travail. Je vous le disais en titre, l'Union de la presse francophone de Djibouti, en collaboration avec l'antenne de l'UNESCO à Djibouti, a célébré aujourd'hui au Sheraton Hotel la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette cérémonie a vu la participation du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdoulaye Bahadone, des directeurs des médias nationaux, du directeur de la communication et des médias, mais aussi de nombreux professionnels de la presse écrite, audiovisuelle et de la presse en ligne. Cette année, le thème retenu de la Journée mondiale de la liberté de la presse était « La presse au service de la planète ». Le journalisme fait face donc à la crise environnementale.
Le président donc, de l'UPF, Kennedy Ibrahim Hussein, a rappelé que cette année, la journée mondiale de la liberté de la presse est consacrée à l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle. On l'écoute. Monsieur le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, messieurs les responsables des médias, chers invités, chers collègues, donc une fois encore, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer la journée mondiale de la liberté de la presse. C'est une journée que nous célébrons chaque année et le ministre de la Communication ici présent nous fait l'honneur de participer donc à cette journée. C'est toute l'importance qu'il accorde à la presse djiboutienne, à son développement et à la liberté de la presse dont le gouvernement attache une importance très capitale. Donc, cette journée qui est célébrée chaque année le 3 mai, cette année, donc, voilà, nous célébrons un jour à l'avance parce que c'est férié demain et nous avons voulu donc avancer un peu la journée. Donc, comme vous le savez, cette journée est donc est une journée mondiale célébrée à travers le monde. C'est une journée de réflexion entre professionnels des médias sur les questions de liberté de la presse et d'éthique professionnelle. Et c'est également l'occasion de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer la presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. Et ils sont nombreux, surtout en Palestine, où donc voilà, beaucoup de journalistes ont perdu la vie. Pour rappel, le 3 mai a été proclamé Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, suivant la recommandation adoptée lors de la 26e session de la Conférence générale de l'UNESCO en 1991. Ce fut également une réponse à l'appel des journalistes africains qui, en 1991, ont proclamé la déclaration de Windhoek sur le pluralisme de l'indépendance des médias. Donc ça, c'est un petit bref. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Redouane Abdoulaye Bahadone, a pour sa part rappelé qu'à Djibouti, les médias jouent un rôle important dans la couverture des questions liées au changement climatique et à la crise environnementale. Nous l'écoutons. C'est avec un grand honneur que je me tiens parmi vous aujourd'hui pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse 2024. En cette journée spéciale pour les médias, je voudrais tout d'abord, au nom du président de la République, chef de gouvernement, son Excellence Al-Hajj Ismaël Marguelé, et à mon nom propre, saluer l'ensemble des membres de la grande famille de la presse d'ici et d'ailleurs. Cette année, nous sommes rassemblés sous le thème de cette 31e édition qui est la presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale. Ce thème souligne l'importance vitale du journalisme et de la liberté d'expression dans la lutte contre la crise environnementale mondiale actuelle. Nous sommes témoins des bouleversements provoqués par la crise climatique, impactant nos écosystèmes et la vie des milliards de personnes à travers le monde. Cette réalité doit être connue et partagée. En cela, le rôle des journalistes est absolument crucial. Par leur travail, leur courage et leur persévérance, ils nous informent de ce qui se passe réellement aux quatre coins du globe. Ils sont en première ligne de notre combat collectif pour la santé de notre planète et notre quête de vie vivable. Le constat est clair. Notre planète est en danger et ce constat n'est pas nouveau. Le changement climatique est une réalité quotidienne et c'est le continent africain, le nôtre, qui en paie le plus lourd tribut. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon les estimations des Nations Unies,
d'ici 2030. Plus de 100 millions d'Africains seront touchés par le réchauffement planétaire. Lors de cette cérémonie marquant la journée mondiale de la liberté de la presse, notre équipe sur place a recueilli quelques réactions, dont celle de la journaliste et formatrice, Mme Hasna Maki Hamad. La voici. Aujourd'hui, pour célébrer la journée internationale de la liberté de la presse, à l'invitation de l'UPF, l'Union de la presse francophone de Djibouti. La thématique du jour est la presse au service de la planète, donc un thème très important. Et nous avons été très heureux de partager ce moment avec tous les journalistes de Djibouti, tous médias confondus, et d'évoquer la question climatique qui est aujourd'hui au centre des préoccupations de tous les médias du monde. Et Djibouti n'étant pas exception, nous n'étant pas une exception, nous avons donc présenté des contributions incitant donc nos hommes et femmes de médias à prendre davantage à bras-le-corps cette question des changements climatiques qui pèsent réellement comme en tout cas un problème à plus ou moins long terme. Nous voyons ce qui se passe dans le monde entier. Donc à Djibouti aussi, il est important que ces réalités, ces changements, ces évolutions qui présentent un danger aussi bien en zone rurale que dans les zones urbaines soient donc mieux pris en considération par les hommes et femmes de médias pour mieux sensibiliser, conscientiser nos populations pour qu'il y ait des changements de comportement qui puissent aider à la résilience et à amoindrir au moins l'impact de ces problèmes climatiques. Dans le reste de l'actualité, l'Agence nationale des personnes handicapées, en collaboration avec l'Église protestante évangélique de Djibouti, a organisé au Sheraton Hotel un atelier de lancement du projet de renforcement des capacités des associations de personnes handicapées et la formation professionnelle en vue de la promotion de l'emploi et l'insertion professionnelle. Ce projet de formation a été financé par l'Union européenne. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'inclusion et l'autonomisation des associations des personnes vivant avec handicap à travers l'employabilité. Présidé par le secrétaire général du gouvernement, M. Almis Mohamed Abdoulaye, cet atelier de lancement a également vu la participation du directeur général de l'ANPH, de Ali Saïd Mahmoud, le coordinateur des Nations Unies et la responsable de la section coopération de la délégation de l'Union européenne auprès de l'IGAD. Ce projet de formation vise à intégrer pleinement les personnes handicapées dans la société et le marché du travail à Djibouti. À l'issue du lancement de formation, les bénéficiaires seront en mesure de profiter et participer à l'inclusion et l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Et la cérémonie s'est clôturée par une photo de famille. De participer à cette cérémonie de lancement du projet de renforcement des capacités des associations de personnes vivant avec un handicap. Ce projet incarne un profond engagement envers l'égalité, l'intégration, l'inclusion, le respect et la diversité. C'est un projet novateur visant à renforcer les capacités des associations de handicapés et à leur offrir des opportunités de formation professionnelle adaptées. Je suis content d'être ici aujourd'hui parce que c'est une initiative vraiment très importante et qui peut faire une différence pour les personnes handicapées. Pas seulement pour les 80 personnes que j'ai lues qui vont bénéficier de la formation professionnelle pour l'emploi, mais pour toutes les personnes handicapées de Djibouti. Si on commence à normaliser que les personnes handicapées peuvent aussi travailler, peuvent aussi faire le travail que tout le monde fait, on va favoriser, on va ouvrir la porte pour des autres personnes aussi avec des besoins spéciaux pour trouver l'emploi, pour trouver le travail. Le combattre le chômage, c'est une priorité du gouvernement de Djibouti, c'est une priorité pour les Nations Unies à Djibouti, c'est une priorité des ODD pour éradiquer la pauvreté. Les premières ODD d'éradiquer la pauvreté en 2030. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du secrétaire général du gouvernement, M. Almis Mohamed Abdoulaye.
Ces dernières années, nous avons été confrontés donc à de nombreux et à de multiples défis. Certains de ces défis, nous avons su les relever. D'autres sont en voie d'être relevés. Mais un défi avait été pendant longtemps occulté. Ce défi, c'était celui de l'inclusion des personnes à besoins spéciaux dans notre société. Et ce défi, le chef de l'État a décidé de le relever. Les efforts que son Excellence le Président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, a engagés ces 7 dernières années montrent à eux seuls le chemin qui a été parcouru. Et ils soulignent également le chemin qu'il nous reste à parcourir. En décidant d'inclure la question du handicap dans l'ensemble de nos problématiques, il a su créer une véritable dynamique. En dotant l'agence de ressources et en créant un fonds dédié aux personnes à besoins spéciaux, il nous a donné les moyens d'agir. Monsieur le directeur, et à titre d'anecdote, vous nous aviez rapporté un jour qu'une grève ou bien qu'une manifestation avait eu lieu devant vos locaux de personnes malentendantes. Et beaucoup avaient été surpris de voir cette manifestation, alors que vous nous aviez dit en souriant qu'aujourd'hui, ils réclament leurs droits. Mesdames et messieurs, il nous faut reconnaître que pendant longtemps, le seul droit des personnes à besoins spéciaux était celui de se taire. Leur seul droit était celui d'être caché. Leur seul droit était celui d'être invisible et inexistant aux yeux d'une société qui ne pouvait pas ou qui ne voulait pas les voir. Aujourd'hui, vous êtes assis à notre table. Vous partagez nos solutions. Vous partagez aussi nos problèmes, car nous avons des problèmes. Et vous partagez les défis qui sont les nôtres. Hier, nous étions ensemble à Tadjoura et nous parlions de la commande publique et nous parlions de l'accès à la commande publique pour les personnes à besoins spéciaux. Autre atelier, cette fois, c'est le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui a organisé un atelier de concertation au Palais du Peuple visant à discuter du programme Hommes et Biosphère de l'UNESCO. Cet événement a rassemblé des experts, des représentants de la société civile et des décideurs politiques pour promouvoir la conservation de la biodiversité et le développement durable. L'atelier a été l'occasion pour les participants de partager leurs connaissances et leurs expériences dans le domaine de la protection de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. Des discussions approfondies ont eu lieu sur la manière dont le programme Hommes et Biosphère peut être mis en œuvre de manière efficace pour répondre aux défis environnementaux actuels. La COP 21, donc la COP de Paris, est un sujet hautement prioritaire pour nos plus hautes autorités en France. Nous avons ici à Djibouti, dès le début, été présents lorsqu'il a été question d'accompagner Djibouti dans ce programme qui vise à protéger les sites naturels protégés ici de Djibouti, en particulier les îles Moucha et les Mascali, le lac Abbé et les mangroves de Gondoria au nord d'Obok. Et il nous a été particulièrement important pour nous de vous accompagner parce qu'au-delà de l'aspect environnemental, qui est essentiel, il y a aussi tout un aspect évidemment de développement, un aspect de pérennité de l'action. Il faut qu'on laisse cette terre comme on l'a trouvée. Prenons la parole à son tour. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement a dans son intervention appelé à une collaboration étroite entre les différents acteurs, y compris les gouvernements, les ONG, les entreprises et les communautés locales pour relever les défis environnementaux de manière holistique. Nous l'écoutons. Un grand plaisir que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui l'atelier de concertation destiné à l'ensemble des parties prenantes liées au processus du programme international de l'homme et la biosphère de l'UNESCO. Permettez-moi d'abord d'exprimer la ferme volonté du gouvernement de Djibouti de faire partie de la grande famille MAB de l'UNESCO. Cette grande famille du réseau mondial des réserves de biosphère qui regroupe actuellement 738 réserves de biosphère dans 134 pays. Cette volonté politique s'est manifestée lors de la signature d'un communiqué commun entre le gouvernement et l'UNESCO à l'occasion de la visite officielle de son Excellence M. Ismaïla Omar Guelleh, président de la République au siège de l'UNESCO à Paris. À ce titre, les deux parties ont convenu de conjuguer leurs efforts en vue de renforcer leurs liens de partenariat, entre autres dans la conservation de la diversité biologique. Chers participants,
En dépit d'un climat aride et chaud et d'une superficie très réduite, la République de Djibouti, située à un carrefour biogéographique important, recèle une richesse considérable en matière de la diversité biologique. La biodiversité terrestre et marine confondue compte au total plus de 1400 espèces animales et 843 espèces végétales. Cette riche biodiversité prospère dans des écosystèmes terrestres et marins exceptionnels et uniques au monde. Parmi ces écosystèmes, le lac Abbé représente à lui seul la vitrine nationale de la biodiversité de Djibouti, avec une zone humide qui accueille chaque année des milliers d'espèces d'oiseaux migrateurs. Avec ce site, Djibouti est propulsé comme le seul pays dans le monde qui abrite chaque année le plus grand nombre de flamants roses non nicheuses. En Afrique du Sud, hier, une fête du travail en solidarité avec la Palestine et des centaines de personnes ont défilé jusqu'au stade d'Athlone au Cap le jour de la fête du travail, exprimant leur solidarité avec les Palestiniens lors de cette manifestation. Le gouvernement sud-africain, depuis longtemps, soutient publiquement le peuple palestinien et critique les politiques d'Israël. Le soutien à la cause palestinienne est un sujet brûlant en Afrique du Sud, où les sentiments envers Israël sont souvent polarisés. Les manifestations comme celle-ci reflètent la force des opinions et des convictions dans le pays. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à toutes et à tous.